شهر به أغلق باب للإياب. Tous. Et donc, on a pensé aujourd'hui, au vu des problématiques qui sont actuelles, un peu mettre au travail un peu la question de l'islam, puisque c'est des choses, l'actualité nous rattrape, mais il est aussi intéressant ou important de travailler la question, puisque on est dans un contexte qu'on doit connaître, maîtriser. Il y a aussi l'histoire de notre présence ou qui facilite un peu tout le dialogue, tout le vivre ensemble, et qui parle de liberté de conscience, liberté de vie, et qui permet aussi aux musulmans, qui donne un espace de développement et d'évolution en bonne intelligence avec l'État français. Malgré quelques soucis, ces dispositifs sont là et c'est réglementé et ça permet de poser les choses et de mettre au travail assez régulièrement les problématiques qui nous interpellent et qui nous touchent. Quoi. Donc voilà. Et après, à partir de là, il y a différentes démarches qui sont possibles. Démarches on va dire, de négociation, de confrontation, de rapport de force. Mais tout ça, ça participe au développement ou à l'évolution de la place de l'islam et des musulmans dans ce contexte qui permet aussi qui donne cette possibilité. Quoi. Donc aujourd'hui, on a ouvert un cycle qui prendra peut-être quelques semaines, qui va parler de l'histoire de l'islam et France, qui va questionner les rapports avec les institutions, la présence, la place des musulmans, les dialogues successifs, l'héritage même, le patrimoine, et essayer de se projeter à partir avec l'intervention de praticiens, d'intellectuels, d'experts et d'institutions légitimes. Quoi. Et donc, ce qui nous motive dans ce cadre-là, c'est aussi voir ce qui est possible de faire dans notre contexte, ce qui est possible de faire avec l'État et ce que l'espace aussi nous dit de notre vie, de l'intérêt aussi ou du dynamisme des musulmans sur le territoire. Quoi. Donc, aujourd'hui, on reçoit Dr Karim Ifrak, voilà, qui est codicologue, qui est spécialiste des textes, aussi qui est également docteur, comment dirais-je, qui est passé par l'école des hautes études, et donc qui travaille aussi sur l'histoire des idées, quoi, voilà, et des idées dans les mondes musulmans. Quoi. Donc, à côté de lui, on recevra aussi docteur Fassassi, qui est professeur en sociopolitique et qui est aussi secrétaire général de la FAECA. FAECA qui est la Fédération des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est de les écouter, de s'abreuver de ce qu'ils nous disent et puis après d'entamer avec eux un échange ou des échanges par rapport à ce qu'ils nous diront. Mais le sujet, l'intitulé, c'est État des lieux, Islam France, État des lieux, approche historique. On les écoute et on leur fait la bienvenue, quoi, même s'ils sont des frères, des amis. Quoi. Donc, docteur Karim, bismillah, c'est à toi la parole. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bonjour à tous. Est-ce que le docteur Fassassi peut-être voudrait commencer? Je voudrais lui céder la main volontiers s'il est bien d'accord. Je ne sais pas. Docteur Fassassi, si vous êtes d'accord, je ne sais pas. Non, docteur Fassassi, il n'est pas là. Il n'est pas. Voilà. Ouais, il serait bien que tu commences et puis après on verra quoi, dans le cours, voilà, parce que... Très bien.
Bon, ben, écoutez, tout d'abord, un grand remerciement à tous nos amis, au public présent aujourd'hui, à nos collègues, s'il y a des collègues universitaires parmi nous, donc à vous tous et toutes, mesdames, messieurs. Et bien évidemment, un grand merci à notre ami Gora Diop qui a eu cette initiative et qui a tout fait pour organiser cette rencontre, hein, qui me semble intéressante à bien des égards, parce que la question aujourd'hui de l'islam en France est une question prépondérante qui occupe beaucoup les médias, qui occupe la scène politique au plus haut niveau, vraiment au niveau de l'exécutif, et j'en passe. La majorité d'entre vous sont de France, ou alors ils suivent de près ce qui se passe en France, et ils savent parfaitement que la question, les dossiers de l'islam est quelque chose d'assez important qui rentre un petit peu dans les attentions et les intérêts de la présidence, donc au plus haut niveau de l'État en France. La question de l'islam en France, état des lieux, pose plusieurs questions. D'abord, pour mieux l'étudier, l'analyser, il convient de faire une espèce d'autopsie, hein, si j'ose utiliser ce terme médical, d'autant que nous sommes dans l'esprit un petit peu du confinement et de la Covid-19, parce qu'il s'agit, avant de traiter cette question, de savoir de quoi exactement on parle. De quoi exactement on parle. L'islam, bien évidemment, on ne va pas rentrer dans les questions qui sont d'ordre théologique ou idéologique, mais on va se saisir des questions qui touchent l'humain d'abord, parce que c'est à travers l'humain qu'on va découvrir les différentes réalités de cet arbre qui cache un petit peu la forêt. Alors l'islam en France, pour commencer, c'est quelque chose, c'est un phénomène, on peut appeler ça un phénomène, mais un phénomène bien réel qui est très jeune. Parce que l'islam en France, il ne commence à être présent de façon effective qu'à partir des années 70. Et donc, il va se constituer petit à petit entre 1970 jusqu'à 2020 aujourd'hui. Donc, cette majorité musulmane qui se trouve ici en France, qui aujourd'hui comptabilise à peu près, selon les différentes statistiques, entre 5 et 6 millions de personnes. Et à la base, elle était beaucoup moindre que ça au niveau démographique. Et elle avait une caractéristique. Les premières personnes qui vont constituer ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam de France étaient issues d'un milieu modeste, un milieu rural, un milieu analphabète, un milieu peu versé dans la pratique culturelle, un milieu qui est peu politisé et un milieu qui est peu organisé. Ça d'un côté. Mais cet islam qui va se développer en France petit à petit, comme je l'ai dit, à partir des années 70, c'est un islam qui est pluriel à bien des égards, pluriel notamment sur la notion sociologique même. Et je vais y revenir tout de suite, mais en tout cas, il est pluriel parce qu'il est constitué de sujets maghrébins, de sujets africains, de sujets moyen-orientaux, de sujets européens, de sujets asiatiques, sans parler bien évidemment des musulmans qui sont de Français de souche et qui se sont convertis, des personnes qui sont françaises de souche et qui se sont converties à l'islam. Donc on voit tout de suite qu'on fait face à une espèce de patchwork humaine qui, lorsque vous regardez de beaucoup plus près, vous vous rendez compte que ces entités, si on prend le cas des Maghrébins, les Maghrébins, ils sont déjà à la base pluriels parce que là-dedans, vous avez les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, etc. Mais lorsque vous rentrez beaucoup plus loin dans ce corps,
ben, vous vous rendez compte que même au niveau, par exemple, des Marocains, et ben là-dedans, vous avez également des entités différentes entre les Marocains berbères, les Marocains arabes, les Marocains du sud, du nord, du centre, etc. Donc tout ça fait que l'islam qui est porté par ces entités est intrinsèquement pluriel. Ça d'un côté. De l'autre, on constate tout de suite que ce pluriel, géographiquement pluriel, il est également multilingue. Parce que là-dedans, nous avons l'islam maghrébin avec ses langues berbères, nous avons l'islam africain avec ses différentes langues locales, eh ben, nous avons également l'islam asiatique, qui soit indien, perse, etc., donc avec des langues différentes. Donc, il est multilingue et par conséquent, il est multiculturel. Mais en même temps, il est multiconfessionnel parce que là-dedans, vous avez le sunnisme, vous avez le chiisme, vous avez les différentes composantes de ces deux grandes familles. Il est pluriel au niveau du dogme, il est multidogmatique parce que si on prend rien que le cas de l'islam sunnite, ah ben là-dedans, on retrouve les grandes composantes qui sont ash'arites, qui sont maturidites ou qui sont anbalites. Donc tout de suite, le dogme, il va jouer également sur la réalité du terrain. Il est également multijuridique parce que, pour revenir que sur l'islam sunnite, eh ben, nous avons plusieurs écoles qui ont pignon sur rue et c'est toujours, on retrouve à peu près les mêmes débats qu'on retrouve dans certains pays musulmans comme l'Irak, multiconfessionnels comme l'Irak, comme la Syrie, comme le Liban, etc. Et bien évidemment, on ne peut pas perdre de vue que cet islam, il est également traversé par des courants spirituels, ce qu'on appelle généralement et vulgairement le soufisme. Pour ceux qui connaissent un minima la société musulmane et ses composantes, on sait parfaitement que les musulmans qui sont inscrits dans les voies spirituelles qui sont des soufis, ben, ils ne réagissent pas de la même façon que les gens qui ne le sont pas. Et au-dessus de tout ça, ou plutôt au corps de tout ça, eh ben, vous avez un islam qui est multi-idéologique. Il est multi-idéologique et j'entends par là en particulier les deux grands courants qui ont occupé l'espace depuis ces 30 dernières années. Vous avez l'islam politique qui est porté par l'organisation des frères musulmans et vous avez l'islam salafiste que l'on appelle vulgairement le wahhabisme. Ce sont deux courants idéologiques qui ont la faculté de s'intégrer dans le corps des différentes composantes, bien qu'elles soient à l'origine attachées à telle école juridique, dogmatique, ou à telle culture, ou à telle histoire, ou à tel espace géographique. Donc, on voit tout de suite que cette grande richesse et que cette pluralité qui compose le corps de l'islam en France, eh ben, c'est quelque chose qui pose tout de suite problème dans le sens de la gestion administrative. Il est beaucoup plus simple de gérer un corps homogène que de gérer un corps qui est composite, qui est une espèce de patchwork. Il faut beaucoup de connaissances, beaucoup de patience, beaucoup de tact et bien évidemment beaucoup d'autres conditions pour que les choses tournent dans le bon sens. Alors, nous avons cette première difficulté qui appartient un petit peu à l'origine même de cet islam. Mais une deuxième difficulté vient s'intégrer en jouant un petit peu le rôle d'un facteur aggravant. C'est que cet islam-là, dans sa majorité, il est porté par plusieurs handicaps. Le premier handicap, c'est l'histoire coloniale. On ne peut pas faire abstraction de l'héritage colonial
et qui est encore très présent dans la mémoire collective, à la fois de ces musulmans qui sont issus d'espaces dont le passé colonisé, mais également dans la mémoire collective des Français ici en France qui continuent, pas tous, mais certains, à regarder dans le musulman cet être, ce sujet, cette personne qui, dans le passé, un passé pas très loin, était encore colonisé, était encore le sujet de la France. Mais il y a également le fait que cet islam installé aujourd'hui en France, il fait partie des derniers arrivés au niveau des vagues migratoires. La France, pour ceux qui connaissent un minimum l'histoire de la France contemporaine, c'est un comment dire, c'est un amas de mouvements migratoires qui s'est installé en France les uns après les autres. Et dans ce mouvement migratoire, les musulmans appartiennent à la classe des derniers arrivants. Cette position de dernier arrivé fait que l'islam, ou plutôt les musulmans cette fois-ci, ils vont subir un petit peu la méconnaissance, l'ignorance et le rejet et le regard un petit peu encore pas très tendre du fait que ce même islam, il appartient à l'histoire du colonialisme, et ce même islam, il vient s'installer en France en dernier, et avec toujours l'idée que certains Français disent « mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ce musulman chez nous qui viennent nous prendre notre pain ?» Donc voilà. Mais en plus de ces quelques handicaps, il y a l'handicap du conflit interne qui traverse l'islam en France. L'islam en France, de par sa pluralité, il est traversé par des conflits internes. On peut pas faire abstraction de ce point parce que, bien évidemment, il y a des conflits entre tel pays et tel pays. Je ne voudrais pas les citer nommément. Les gens qui suivent ces dossiers-là sont parfaitement au courant de quoi je parle. Et donc, il y a des conflits internes qui font que cet islam, il a toute la peine du monde à cause de ces conflits, mais également à cause des autres handicaps que je viens de citer, mais également de sa composante naturelle. Donc, il a tout le mal du monde à s'organiser et à décoller. Alors, tous ces éléments-là, ils font qu'ils rendent le dossier de l'islam un des dossiers les plus complexes et les moins gérables possibles. Vous rajoutez à ces différents éléments qui viennent gréver un petit peu le corps de l'islam et le dossier de l'islam en France, vous avez également deux autres notions qui vont rajouter comment dire, de la difficulté à la difficulté. La première, c'est le discours politique qui s'est saisi de la question islamique à compter à peu près des années 90, parce que à partir des années 90, il va y avoir un changement majeur dans la sociologie de l'islam de France, c'est qu'une bonne partie des musulmans vont devenir français par naturalisation, et par conséquent, ils auront le droit de voter. Donc ces musulmans-là vont devenir une voix. Et par conséquent, cette voix, elle intéresse les politiques. Et à partir de là, vous avez un double discours qui est développé dans la scène politique en France, un discours qui essaie de victimiser les musulmans en disant ce sont des gens bien, mais vous les traitez mal, et un deuxième discours qui renferme une espèce de mépris vis-à-vis de cet islam-là en disant
ces musulmans, ils ont tout le mal du monde de s'intégrer. Donc ce double discours qui met la lumière sur la question islamique en France ne participe pas lui non plus à aider à faire évoluer le dossier de l'islam. D'autant que qui dit discours politique dit derrière discours politico-médiatique. Donc les médias, ils vont faire ce qu'ils font légitimement. Donc ils vont relayer les discours des uns et des autres. Et de cette façon-là, la question islamique, avec ses difficultés, avec ses incompris, avec ses amalgames, eh ben, elle va pénétrer dans toutes les maisons et dans tous les foyers de France. Vous avez donc cette difficulté qui émane de la scène politique, mais vous avez également une réalité amère qui est venue depuis quelque temps, depuis juste quelques années, rendre davantage détestable la question islamique en France et par conséquent rendre davantage plus difficile le dossier, la question et l'organisation de l'islam en France. Ce sont les actes terroristes qui ont endeuillé la France à partir de 2015, pour ne citer que cela. Voilà, donc le terrorisme qui vient frapper l'islam prétendument au nom qui vient frapper la France prétendument au nom de l'islam, ben, il participe lui aussi à cette difficulté qui rend le dossier de l'islam parmi les plus complexes à gérer et dans ce contexte-là, il devient parmi les plus explosifs à gérer, c'est bien le mot. À la lumière de tout ça, il y a deux questions qui se dégagent. La première, elle dit que, plutôt une question qui se dégage et qui laisse entendre que l'islam en France va mal et parce qu'il est maltraité par la France, que la France n'aime pas beaucoup l'islam et jusqu'à ce que certains aillent à dire que l'État français est islamophobe. Bien évidemment, ce discours est complètement infondé parce que ce discours, il verse dans le victimisme, il verse dans l'identitarisme, il verse dans le communautarisme et en gros, il va un petit peu dans les sentiers qui ne sont pas les mieux vus, on peut dire. Pour répondre à ces accusations qui sont quelque part infondées, parce que bien évidemment, on ne va pas perdre de vue ou dénier qu'il y a des difficultés en France, qu'il y a des gens qui attaquent l'islam en France, en France, il y a une minorité qui appartient à l'extrême droite et qui essaye d'utiliser le dossier islamique à des fins politiques. Tout ça existe. Tous les jours, il y a des actes islamophobes, tous les jours, il y a des mosquées qui sont agressées, et bien évidemment, on ne parle même pas de certains médias qui relaient un discours qui est pour le moins pas tendre avec l'islam. Mais abstraction faite de ces réalités ou de ces quelques réalités. Lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui en France et qu'on l'analyse à la lumière des faits, eh ben, on ne peut pas dire que l'islam va mal en France. Bien au contraire, l'islam va bien. Tout à l'heure, j'avais dit que l'islam il est arrivé en France à partir des années 70. Eh ben, au début des années 70, le nombre de musulmans en France ne dépassait pas les 50 000 personnes. 50 ans après, le nombre des musulmans aujourd'hui en France dépasse les 5 millions de personnes. Un autre constat, le nombre des mosquées en France au début des années 70 ne dépassait pas les 10 mosquées dans toute la France. Aujourd'hui, elles sont plus de
de 2700 mosquées, sans parler des 400 mosquées qui sont en chantier. Donc aujourd'hui, on peut parler de plus de 3000 mosquées en France. Et n'oublions pas que la France n'interdit pas la religion islamique. La France, il est vrai, est une république laïque, laïque qui veut dire que c'est une république a-religieuse et non pas anti-religieuse. Et dans ce cadre-là, elle ne traite pas l'islam comme il serait traité, comme il est même traité dans certains pays du globe. Donc, à l'attention de ceux qui disent que tout va mal ici en France, il faut dire non, il faut faire attention. Les choses vont bien, mais bien évidemment qu'il y a des difficultés, parfois complexes à traiter, mais les choses dans leur globalité vont bien. Et si je prends rien qu'un élément en termes de comparaison avec ce qui se passe, ce qui se pratique aux États-Unis, qui est la première démocratie du monde, comme certains le prétendent, eh bien, aux États-Unis, sur les 360 millions de personnes, là-dedans, vous avez à peu près 5 millions de musulmans, 5 millions de musulmans, et ces 5 millions de musulmans ne bénéficient que de 1500 mosquées, alors qu'en France, la population, elle est autour de 60 millions. 60 millions avec 6 millions de musulmans, ça fait presque 10%. Ce n'est pas le cas des États-Unis. Ce chiffre, il est beaucoup moindre. Et bien évidemment, l'espace géographique des États-Unis, il est beaucoup plus important que celui de la France. Et malgré cela, eh ben, aux États-Unis, vous avez à peine 1500 mosquées. En France, on a dépassé déjà depuis longtemps la barre des 3000. Voilà, et je vous remercie et je laisse le temps pour les questions qui pourraient venir après. Je vous remercie. Merci, docteur. Donc, je pense que l'exposé est assez concis et extrêmement riche et rétablit quelques faits qui sont extrêmement importants à poser dans le débat, quoi. Et donc, peut-être dans le cours des échanges, voilà, il y aura des contributions et des questions qui permettront de développer un peu plus, quoi. Mais les choses sont posées extrêmement riches, quoi. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la parole à Dr Fassassi. Je ne sais pas. J'ai l'impression de ne pas trop l'entendre. Je ne sais pas si la connexion elle est bonne ou pas. Docteur Fassassi. Voilà, bah, peut-être ce qu'on va faire le temps de peut-être que Souleymane essaie de régler ça avec Dr Fassassi, peut-être aller un peu dans le cadre des questions. Donc peut-être par rapport à ce que docteur, ce que tu disais, donc tu nous as parlé un peu de colonisation et tout ça, et que moi ce que j'aimerais un peu revoir avec toi, c'est un peu qu'est-ce qui ton analyse passe à partir de 1970. Quoi. Ce qu'on peut dire, c'est que après la Première Guerre mondiale, je pense qu'il y a un fait intéressant qui s'est passé, c'est la construction de la mosquée de Paris. Quoi. Donc, est-ce que remonter un peu, comment dirais-je, à cette période, est-ce qu'il est intéressant de remonter jusqu'à cette période pour voir est-ce que l'islam a toujours fait bonne figure ici où les relations qui étaient avec, on va dire, les musulmans, les pays colonisés, l'islam a toujours eu bonne figure. Quoi. Donc voilà. Votre question est intéressante parce que vous mentionnez un fait important dans l'histoire de l'islam de France, c'est la construction de la Grande Mosquée de Paris. La grande Mosquée de Paris, elle a été
édifiée en 1928. À cette période précise, la France était un empire colonial, de même qu'elle était un empire musulman. Mais la conscience et pardon, il n'y avait pas de son, pardon. Bon, je reviens sur ce que j'ai dit. Je voulais juste te dire, tout à l'heure, vous étiez... Ta question, elle est très intéressante parce qu'elle touche un événement majeur de l'histoire de l'islam en France, c'est la construction de la Grande Mosquée de Paris. La Grande Mosquée de Paris, elle a été érigée en 1928. À cette période, la France était à la fois un empire colonial, mais également un empire musulman. Comme vous le savez, la France, à cette période-là, occupait plusieurs pays musulmans à travers le monde. Donc, ça faisait d'elle un empire musulman. Il se trouve juste que la conscience qui a été investie dans le projet de la construction de la mosquée de Paris à l'époque est en totale rupture avec la réalité du terrain aujourd'hui. Les Français de l'époque avaient une façon de gérer le dossier de l'islam qui est complètement différente parce que à cette période-là, la majorité de ces pays étaient placés sous colonisation, alors qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et en plus d'un autre élément important qui va rentrer en jeu, c'est que aujourd'hui, les musulmans en France, ce sont des citoyens français. Donc, ce sont des Français de confession musulmane. Donc, ces éléments, ils sont très importants. Maintenant, si on essaye de voir de plus près comment s'est développée cette composante islamique en France, bien évidemment, la présence islamique en France, elle remonte même au siècle dernier. Je ne parle pas du 20e, mais je parle vraiment du 19e. Mais il faut se garder de dire que cette présence en France, elle était importante parce qu'en réalité, elle ne l'est pas. La présence musulmane en France ne va commencer à se développer qu'à partir de la deuxième moitié des années 60, c'est-à-dire à partir des années 65, où il va y avoir des accords entre Paris et les différentes capitales des anciens pays colonisés pour envoyer de la main-d'œuvre ici en France. Et c'est à partir des années 70 que la chose va prendre de l'ampleur, et plus particulièrement à partir de 1974, année où va être signé en France l'accord du regroupement familial. C'est à partir de cette date, qui est une date clé, que la présence musulmane en France va commencer à prendre corps et à se développer jusqu'à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Très, très intéressant. Très, très intéressant. Peut-être, avant de peut-être passer la parole à l'auditoire, le temps que je règle quelques problèmes avec le docteur. Donc, j'ai bien écouté la question, quoi. Et donc, la réponse est, je trouve que c'était intéressant de mettre ça aussi au devant pour voir les relations qu'il y a eu, quoi. Et aussi, dans ton exposé, tu parlais un peu des possibilités. Voilà, que les mosquées se sont développées, les musulmans, je ne dis pas qu'ils ont trouvé leur place, mais quelque part, ils ont réussi aussi à se poser et à pouvoir élargir un peu travailler leur situation. Moi, ce que je voulais peut-être, avant de passer la parole, c'est parler un peu de ce cadre qui a permis ça, quoi. C'est-à-dire, peut-être on n'en a pas parlé, de cadre de laïcité qui permet, qui facilite le vivre ensemble et qui est un cadre réglementaire des fois, que des fois
on va dire, autorités ou médias ne respectent pas trop, quoi. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, c'est ces paroles-là qui rentrent dans le quotidien on va dire, des Français, des maisons, et que quelque part, qu'ils puissent aussi créer des amalgames, quoi. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce cadre-là qui facilitateur, quoi? Ta question, elle rejoint ce que j'avais développé tout à l'heure au niveau des handicaps qui grèvent un petit peu l'avancée normale de l'islam en France. J'avais parlé du colonialisme, j'avais parlé des conflits internes, j'avais parlé du fait que l'islam en France fait partie des derniers arrivés, mais il y a un élément que je n'ai pas eu le temps de développer, c'est une espèce de mauvaise compréhension de la laïcité de la part des musulmans. Les choses ont beaucoup évolué depuis, hein, mais dans les années 70, on a encore affaire à des musulmans qui viennent du bled. On peut parler de musulmans blédards. Donc des gens qui ont encore le logiciel et la culture du bled. Donc lorsque tu viens d'un pays qui appartient, disons les choses, il n'y a pas besoin d'être gêné de le dire, qui appartient au tiers-monde. Tu viens d'un pays qui est colonisé et tu t'installes dans un pays qui s'appelle la France, qui est quand même considéré comme la 5e puissance mondiale, qui a vu se développer en son sein des universités prestigieuses depuis des siècles. Je pense à l'INALCO, je pense à l'EPHE, je pense à d'autres grandes universités qui étaient mises en place par Napoléon Bonaparte. Ça veut dire que ce sont des choses qui datent. Et donc, tu arrives en France avec un logiciel qui a une certaine distance par rapport à l'avancée de la pensée ici en France. Et surtout, ne l'oublions pas, tu t'installes dans un pays qui est démocratique, dans lequel la liberté d'expression est légion, dans laquelle il y a eu déjà un combat presque à mort au niveau des idées sur la question de la laïcité. Et tu t'installes, et du coup, tu ne comprends pas ce que veut dire exactement cette laïcité, parce que dans l'esprit de beaucoup de musulmans à l'époque, les choses, comme je l'ai dit, ont beaucoup évolué aujourd'hui, ils pensaient que la laïcité était l'ennemi de la religion, que la laïcité n'avait qu'un objectif, mettre fin à la vie de la religion, ce qui est bien évidemment complètement faux, mais ça, les musulmans, ils ont fini par le comprendre petit à petit, parce qu'il y a eu des générations, ils ont eu des enfants, les enfants, ils ont été à l'école, ces enfants, ils ont parlé avec les parents, ils ont rencontré, ils ont fait des amis musulmans, des amis non musulmans, etc. C'est-à-dire cette intégration petit à petit du musulman dans l'espace français lui a permis, l'a aidé par comprendre finalement ce que c'est que le sens réel et recherché par la laïcité. Et il a fini par comprendre que c'est cette laïcité qui a permis à l'islam de s'installer tranquillement, notamment au niveau des mosquées et notamment au niveau de la pratique cultuelle. Salam alaikum. Juste, j'aurais une question. Est-ce qu'il y a des témoignages de cette compréhension des anciens? Oui, bien sûr qu'il y a des témoignages. Il y a toute une littérature sur la sociologie qui a été développée, hein. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les communautés maghrébines, africaines et d'autres musulmanes en particulier, et qui apportent ce type de regard qui était celui des premiers musulmans qui se sont installés à partir des années 70. Hein. Et d'ailleurs, si vous voulez même quelques témoignages bien vivants. Nous sommes en 2020. Il y a encore une partie de musulmans, ce n'est pas tous, mais une minorité qui pense encore que la laïcité, c'est l'ennemi de la religion, hein, malheureusement. En fait, parce qu'il y a une chose qui, sur la question de la laïcité, c'est un autre sujet, mais moi, c'est juste sur le fait historique, c'est que moi, en discutant en fait avec beaucoup de tontons, surtout algériens principalement, ça me paraît étonnant qu'il y ait des témoignages de cette sorte parce que vu comment ils étaient désislamisés, je ne sais même pas s'ils se posaient la question à l'époque.
C'est pour ça, en fait, le fait de dire que les anciens pensaient comme ça m'étonne beaucoup, mais vraiment énormément. Non, il faut pas confondre le fait que la communauté algérienne en particulier, qui était désislamisée parce que la France, elle est restée assez longtemps sur place, et le fait que les musulmans qui vont s'installer ici en France et qui vont composer ce corps un petit peu hétérogène, comment il va réagir lui-même vis-à-vis de la laïcité. En commençant mes propos tout à l'heure, j'avais dit que cette composante musulmane qui s'installe en France à partir des années 70, elle était issue d'un milieu modeste, etc., un milieu rural, peu analphabète, mais surtout, elle était peu versée dans la pratique cultuelle. Lorsque vous regardez de plus près l'histoire de la pratique cultuelle ici en France, ben, c'est quelque chose qui va se greffer également à partir des années 70 et qui va passer non pas par les canaux traditionnels des pays d'origine musulmane, mais par le biais du mouvement bien connu, le mouvement At-Tabligh. Donc ce mouvement qui porte aujourd'hui, qui porte un nom différent ici en France, ce mouvement-là, c'est lui qui va faire du porte-à-porte dans les foyers et qui va pousser petit à petit la composante islamique en France à revenir dans la pratique religieuse. On a encore les témoignages des premiers acteurs du Tabligh ici en France qui disaient lorsqu'ils ont fait le premier adhan dans un des foyers en France, les gens ils étaient étonnés parce que ça faisait des années qu'ils n'avaient pas entendu un adhan. Il est vrai que dans les composantes musulmanes en France, et particulièrement, faites très attention à ça, particulièrement dans les composantes algériennes, il y avait peu de pratiques cultuelles. Peu de pratiques. Mais ce retour à la pratique va se faire petit à petit par la voie du Tabligh, comme je l'ai dit, et après par d'autres voies qui vont faire que l'islam va se développer. Par les Africains de l'Ouest aussi. Bien évidemment. Le foyer des 3000, c'est des gens du Sénégal et du Mali qui ont fait disparaître les comment ça s'appelle, il y avait trois pièces avec des télés France 1, France 2, France 3 et TF1. Et au début, ils vont en prendre une pour une mosquée. Et puis au final, en fait, on va virer toutes les télés pour mettre en fait que une mosquée. Et c'est des gens. D'ailleurs, le constat est encore actuel, c'est que quand on va dans les mosquées qui sont dans les foyers, en règle générale, les imams, c'est pas des Maghrébins. Pourtant, les Maghrébins viennent prier dans ces mosquées-là. Non, faites très attention à la chronologie. La communauté africaine en France fait partie des toutes dernières arrivées par rapport aux musulmans en France. Okay, la communauté africaine de France est une communauté qui est très attachée à la pratique cultuelle. Mais il faut faire attention à une notion fondamentale. C'est que la communauté africaine qui vit sa vie culturelle de façon normale, elle la vit de façon un petit peu intra. Le Tabligh, toute sa force et toute sa particularité, c'est que c'est un mouvement extra. Donc, il va vers l'autre. Il est prosélyte. Vous voyez, c'est ça qui va jouer. C'est ça qu'il va y avoir un retour progressif vers la pratique religieuse qu'on appelle une réislamisation des communautés d'origine musulmane. Donc, un retour vers la pratique. Et ce retour de la pratique va se faire initialement par le mouvement du Tabligh. Parce qu'au regard des différentes communautés qui composent le corps de l'islam en France, ben, nous avons les Africains, il y a les Turcs, il y a les Maghrébins, il y a les Marocains, les Algériens, etc. Mais il est vrai que dans cet ensemble, ce sont les Algériens qui étaient les moins versés dans la pratique religieuse. Les Turcs également, ils n'ont pas été désislamisés par la France, mais ils ont versé dans une laïcité un petit peu agressive, un peu à l'image de ce qui s'est passé en Russie. Mais dans la composante, dans l'islam turc, il a une particularité traversée par des mouvements soufis.
Vous voyez, donc, chaque composant... Amadou, est-ce que tu peux éteindre ton micro, Amadou? Voilà. Peut-être pour enchaîner, puisqu'on parlait de communauté africaine, donner la parole à Dr Fassassi, voilà, qui va enchaîner s'il m'entend bien. Docteur? Docteur, on vous entend pas. Voilà, je pense qu'on a un souci vraiment de réglage avec Docteur Fassassi. Je ne sais pas si Senbei, est-ce que toi, oui. est-ce que vous pouvez apporter quelques petits éléments historiques sur la présence et de la communauté islam subsaharienne ici en France? Non, je pense que bonjour donc Gora, hein, et bonjour aussi Karim, hein, vraiment vous avez vraiment balayé de façon très large des choses que moi-même j'ignorais, hein. Je pense que c'était très très intéressant votre introduction. Et en même temps aussi, je pense que, comme vous l'avez dit, hein, les phases successives de migration, et notamment de l'immigration noire africaine, on va dire Sud-Sahara, il y a un éminent sociologue aussi qui avait écrit, je crois qu'il travaillait aussi au CNRS, M. Moustapha Diop, avait écrit sur la communauté africaine ici en France, donc qui est arrivé avec cette vague aussi de 1964-65 avec la main-d'œuvre, bon, puisque les colonies n'étaient plus là, donc le développement industriel de la France se faisait, les liens historiques et économiques avec notamment Marseille, et cette grande métropole qui a beaucoup était en lien historique avec le Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, et puis en même temps aussi le Sud-Sahara, Dakar, Abidjan, etc., etc. Beaucoup d'Africains ont commencé à venir pour des questions de main-d'œuvre, pour des questions de travail. Et c'est vrai que de tout le temps, en même temps, en Afrique, ils avaient une pratique culturelle qui était extériorisée. Et quand ils sont arrivés en France, la grande majorité des musulmans qui étaient là sont venus avec une pratique culturelle qui était toujours existante, mais qui était intériorisée. C'est-à-dire les gens, ils ne s'imaginaient pas, moi je ne me suis pas imaginé quand je suis arrivé en France, de me demander où était la mosquée, parce que pour moi, elle n'existait pas, à part la mosquée mythique de la Grande Mosquée de Paris. Et quand on est en Provence, on ne s'imagine pas aller à Paris pour prier, sauf un passage touristique ou autre. Donc, quand on était ici chez nous, sauf à aller chez le voisin et puis prier avec lui, on avait nos pratiques culturelles qui étaient intériorisées. Mais ça ne voulait pas dire, comme comme la question a été posée tout à l'heure par Angèle, que les gens n'avaient pas, les Algériens ou les Sénégalais ou les Ivoiriens ou autres communautés n'avaient pas de pratique. La pratique n'était pas extériorisée. Les gens priaient dans leurs 3 mètres carrés, dans leurs 9 mètres carrés des chambres de foyer ou dans leurs chambres d'étudiants parce qu'on n'avait pas encore accès à l'immobilier. On n'habitait pas les HLM à cette période-là. C'était rare parce que c'était des foyers d'immigration, des foyers d'immigrés dans lesquels nous étions ou alors dans le monde universitaire, donc au Crous avec les chambres d'étudiants. Rares étaient les familles africaines qui étaient installées dans la ville au sens de la cité ouverte. C'était impossible. Et donc, et je pense que c'est ça qui fait que nous n'avons jamais eu une pratique très, très ouverte. Les premiers, moi je me rappelle Marseille, hein, la première personne qui a créé qui a eu un petit magasin que je ne sais plus qui lui avait cédé ça, un petit, on va dire 30-40 mètres carrés. C'était dans les années, on va dire presque 85-86, on disait la première mosquée sénégalaise, donc 83-84. Et là-bas, on était content en venant manger au restaurant, en se rencontrant dans ce qu'on appelait le quartier arabe à Marseille, le cours Belzance, et là où il y avait la rue Tubano, beaucoup de Sénégalais, eh bien, on en profitait à l'heure de la prière
d'y aller, mais il n'y avait rien d'extériorisé. On ne s'habillait pas comme aujourd'hui on ose le faire avec des chéchias, avec des boubous montrant que nous sommes musulmans. Non, c'était des cravates, des costumes. On était des gens ordinaires, un vêtement ordinaire, et on allait dans un lieu symbolique qui y avait d'extérieur, on ne pouvait pas remarquer qu'il y avait une mosquée ni rien. Donc on y rentrait comme si on rentrait au restaurant, mais derrière, on pouvait faire notre prière. Et c'était un monsieur très âgé de la communauté, Laïmour, il est décédé, en paix à son âme, qui faisait le rôle de l'imam. Donc, il n'y avait pas des imams formés, comme on dit, il n'y avait pas des gens érudits, il y avait des gens qui connaissaient bien la religion, mais qui étaient des migrants qui venaient pour le travail, mais qui en même temps ont eu des opportunités qui se sont offertes à eux et ont eu une salle pour en faire un lieu de prière symbolique. Mais ce lieu-là, voilà, c'était rudimentaire, hein, 2 nattes, 3 nattes, il n'y avait pas de salle d'ablution, tu faisais les ablutions au restaurant où tu étais, tu rentrais, tu faisais ta prière, tu repartais. Donc c'était presque un local, quoi, en gros. Mais là où, par exemple, aussi, Goro, si tu permets, j'aimerais quand même, en tout cas, montrer aussi le rôle que peut-être les étudiants que nous étions à l'époque ont pu jouer un petit rôle, c'est l'accession de la gauche au pouvoir. En 1981, je pense que aussi, peut-être Karim n'en a pas fait part, hein, mais je pense que c'est un moment historique qu'il peut retenir, l'arrivée de la gauche qui avait autorisé que les migrants, que les étrangers avaient droit à la gestion associative. Parce que jusqu'à présent, on pouvait être dans des associations, mais on n'avait aucune fonction de cadre associatif. On ne pouvait pas être membre du bureau, membre du conseil d'administration parce qu'on était étranger. C'est la gauche qui a favorisé cela, permettant ainsi donc aux migrants que nous étions la capacité à la fois de créer des associations, donc d'être dans le corps social de façon ouverte, non plus symbolique, mais de façon ouverte. Et ça, je crois que ça a été une des données essentielles qui a permis les grandes revendications qu'on a entendues à l'époque, des revendications, bien sûr, de dire que nous étions intégrés, la question de l'intégration, la France, c'est comme une mobilette, il lui faut un mélange pour que ça marche, nous y sommes, nous y restons, enfin, des tas de mouvements revendicatifs, c'était ce mouvement-là de la... Ah, pardon, c'était l'autorisation que les étrangers pouvaient avoir pour créer leur propre structure qui a permis aussi à ce que les étrangers que nous étions, nous avions osé faire un pas en avant et en 86 avec l'émergence, bien sûr. Si vous permettez, monsieur Diop, hein, oui. Vous avez éclairé quelques éléments qui sont très importants. Permettez-moi juste de revenir dessus. Pour les éclairer par un autre angle. Oui. Il est vrai que cet islam qui va devenir de plus en plus externe, il va se manifester à partir des années 85. C'est ça. Et c'est exactement ce que vous avez dit. Cette manifestation de l'islam à travers des espaces de prière, à l'époque c'était encore les petites salles de prière généralement dans les foyers, qui vont devenir petit à petit des mosquées. Sauf que le problème, pour devenir une mosquée, il fallait absolument se constituer en association. En effet. Avant 1981, c'était chose impossible, parce que ce droit n'était pas accordé aux étrangers qui, à la base, ces musulmans-là, dans leur grande majorité, étaient des étrangers parce qu'ils n'avaient pas la nationalité française. En effet. Alors, qu'est-ce qui va apporter ce changement? Il est vrai que à cette période-là, la gauche est arrivée, ça c'est indéniable, mais en fait, il y a un fait qui va tout changer. 1981 exactement, c'est pas Jamal Abdel Nasser, oui, Jamal Abdel Nasser, il est assassiné en Égypte. Il est assassiné par le jeune mouvement des officiers. Ce jeune mouvement des officiers, il prétendait être attaché à l'islam politique et à l'organisation des frères musulmans. Ce n'est pas le sujet ici. Ce qui nous intéresse, c'est qu'en 81, c'est Pasqua qui, à l'époque, est aux manettes du ministère de l'Intérieur,
Alors, comme ils vont prendre peur de ce qui se passe en Égypte, ils se disent il va falloir absolument structurer l'islam en France. Et donc, au lieu de laisser continuer les gens pratiquer leur culte dans les caves et dans des espaces que nous, on ne voit pas et qu'on ne contrôle pas, alors on va les pousser à se constituer en association et à développer leur structure à la lumière un petit peu à la manière anglaise. Ce petit phénomène, il va provoquer un deuxième phénomène. C'est que à partir de là, vous avez des personnes qui avaient un peu de réseau au niveau notamment des foyers, donc qui ont une salle de prière dans tel foyer, dans tel foyer, dans tel foyer. On se constitue en association, cette salle de prière devient mosquée. Sauf qu'en ayant une mosquée, deux mosquées, trois mosquées, en les regroupant, vous vous retrouvez au fait avec une fédération de mosquées. En effet. Ce phénomène, il va provoquer la naissance de ce qui était à l'époque encore embryonnaire, la naissance des fédérations de mosquées en France. Voilà. C'était juste l'éclairage de quelques angles qui étaient nécessaires. Très, très bien. En tout cas, je vous en remercie. Et c'est vrai que la communauté africaine, dans son ensemble, puisque nous, nos États étaient des États qui n'avaient pas beaucoup de moyens économiques et contrôlaient pas du tout les citoyens que nous étions, contrairement à nos frères du Maghreb. Donc, le mouvement associatif a été un levier très important pour nous, pour se constituer en association et développer justement, historiquement, ces petites mosquées dans les foyers, dans les maisons, et qui a petit à petit permis à des leaders associatifs, des cadres associatifs, à un peu se constituer comme des porte-paroles d'un mouvement, même s'ils n'étaient pas eux-mêmes des oulémas ou autres, mais ils savaient manier l'écrit, ils connaissaient bien l'administration et donc se sont imposés dans les premiers rangs pour aider la grande masse, comme vous dites, les blédards qui venaient, parce qu'aussi on a connu chez nous l'analphabétisme, les gens donc qui ne maîtrisaient pas les rudiments administratifs. Donc, aller vers les étudiants pour les aider à créer des choses, des dynamiques. Et les étudiants eux-mêmes, par nature, étaient devenus, par la force des choses, des présidents d'associations dans les foyers, sans trop vivre la même vie, mais c'était le statut et la maîtrise technique du français ou de l'administration qui les a propulsés dans ce rôle et dans ce statut et qui aujourd'hui continue jusqu'à présent à travers la FAYACA ou à travers d'autres mouvements associatifs. Voilà. Et je vous remercie en tout cas beaucoup, Monsieur Hufrat, vraiment de l'exposé extraordinaire, à la fois sur les diversités, la pluralité de l'islam, à la fois ici, en terre d'Europe et en particulier en France, à travers les langues, à travers les confessions, à travers la dimension aussi politique des frères ou autres, ce composite aussi à travers l'islam dans plein de domaines. En même temps aussi, les handicaps que vous avez évoqués, effectivement, ces handicaps-là, oui, c'est vraiment ce qui a à la fois constitué des difficultés pour les musulmans. Et en même temps aussi, je pense que on ne peut pas l'ignorer. C'est vrai que le fait colonial était un fait aussi marquant parce qu'il faut se rappeler que l'exposition coloniale en France, ce n'était pas il y a longtemps. Donc, on voyait des gens comme presque des bêtes de somme. Et à un moment, les indépendances, par la force des choses, sont là et ils devraient être des sujets égaux. Et du coup, dans la tête des Français, ce qui était folklorique il y a quelques années à peine, aujourd'hui devient une réalité sociologique importante et politiquement sur laquelle il fallait donner un droit qui n'est plus le droit folklorique. Mon cher ami, vous savez, lorsqu'on traite souvent cette question du colonialisme qui revient, derrière toute chose, il y a des hommes. Derrière toute réalité, il y a des hommes. Ce sont les hommes qui apportent du confort et ce sont les hommes qui apportent des misères. En effet. Sur le colonialisme, pourquoi les choses étaient encore difficiles vers les années 70 ? Parce qu'il est vrai que le colonialisme était derrière nous, mais derrière nous de quoi ? De moins de 20 ans.
Sauf que dans les années 70, les gens qui étaient encore aux commandes ici en France, ils avaient le logiciel colonialiste. Oui, en effet. Ça d'un côté. Mais de l'autre côté, dans nos pays respectifs, les gens qui étaient aux manettes, ils avaient également le logiciel colonialiste. En effet. Ben, quand vous avez deux gens qui ont un logiciel, un qui se croit supérieur et l'autre qui se croit inférieur, ben, il va falloir attendre quelques générations pour dépasser tout ça. Et c'est qu'aujourd'hui, où le président de la République, il nous dit « Arrêtez de me parler de colonialisme, je n'ai pas connu cette période ». Et il a raison de le dire, parce qu'aujourd'hui, nous avons des acteurs, que ce soit en France, que ce soit dans les pays respectifs, que ce soit dans la communauté musulmane en France, qui se sont affranchis petit à petit de cet handicap du colonialisme. Bien évidemment, on ne le nie pas, bien évidemment, on n'est pas en train de l'enterrer, mais aujourd'hui, nous avons des acteurs qui sont capables d'avancer sans avoir à l'esprit ce complexe de supériorité ou d'infériorité. C'est ça ce que je voulais dire. Mais je le comprends bien. Si vous permettez juste... je voulais un peu relancer la chose et puis... J'allais dire juste un mot émoteur, si tu permets. Voilà. C'est possible, Gore? Excuse-moi. Hein. Juste dire, Gore, je pense qu'aussi, il y a un élément dont on n'a pas beaucoup tenu compte, c'est quand même le coronavirus, le Covid-19 va nous faire réfléchir à ça, c'est la façon, pas la façon, mais les lieux d'enterrement. Parce que pour beaucoup de cette vague qui est arrivée dans les années 70, 80, etc., qui ont pris de l'âge, comme moi, je suis venu jeune, aujourd'hui je fais partie des papis, pas encore des pépés, mais nous tous, on est arrivés ici à 18 ans après le bac, franchement, on se disait, on travaille 2 ans après une licence ou je ne sais pas quoi, on rentre, ben, on est dans un truc qui perdure, dans un provisoire qui dure. Voilà. Et donc, l'idée, en fait, je pense que tant que aussi les jeunes générations ne vont pas commencer à dire, ben, on doit s'enterrer ici, il y a un cimetière musulman. Quand on va commencer aussi, parce que symboliquement, c'est important, le lieu où on est, les parents ont encore l'habitude de dire on enterre ailleurs. Les gens, de façon subconsciente, ont le sentiment qu'ils ne sont pas de ce pays, ne sont pas de cette... Et pourtant, tout à l'heure, Karim, et vous l'avez bien dit, hein, quand vous disiez, aujourd'hui, on a affaire à des Français nés ici. Ce n'est pas des gens qui sont venus d'ailleurs et qui... Donc, je pense que lorsque la question là sera prise, le carré musulman, on ne dise plus carré musulman, on conduit tout simplement des cimetières, comme les autres cimetières, les juifs, les catholiques, les protestants, c'est naturel d'être enterré ici sans que ça pose problème. Donc, le jour où peut-être ce phénomène aussi va s'engendrer, eh bien, on n'a plus de cotisation pour exporter les corps. Donc, dire que les gens sont d'ici et que la terre de l'islam aussi peut les accueillir, parce que pour l'instant, dans le psychique collectif, cette terre-là ne peut pas accueillir un corps musulman. Et je crois qu'aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles peut-être des anthropologues ou des je ne sais qui pourraient nous aider aussi à dépasser ce frein psychologique qui fait qu'on a l'impression qu'il faut qu'on retourne dans nos terres pour pouvoir se sentir peut-être accueilli par Allah. Or, peut-être, et on dit en même temps de notre vivant qu'il est partout, et c'est vrai. Mais en même temps, quand on meurt, on aime bien aller ailleurs, où on se dit peut-être il est plus présent là-bas. Donc, ça fait partie aussi peut-être des freins sur lesquels peut-être vous n'avez pas abordé parce que peut-être ce n'était pas l'objet du sujet, mais je pense que c'est peut-être intéressant de le regarder. Et le Covid l'a bien montré, les familles qui disent on enterre et 6 mois, il faut qu'on déterre, ce qui est quand même dramatique. Hein? Il faut enterrer et 6 mois après déterrer. Voilà, excusez-moi. Ça s'explique en fait parce que en France... comment il s'appelle Sorin, vous me laissez un peu gérer un peu la parole. Quoi. Voilà. Je pense que c'est le sujet, on pourra l'aborder en fin de discussion. Voilà, parce que c'est des ouvertures, c'est des problématiques qui se sont posées à nous et je pense que c'est extrêmement important d'en parler. Comme je disais, il y a un cycle qu'on a ouvert et comme on était sur une approche historique, c'est intéressant de continuer sur le fil. Quoi. Avant de passer la parole à Serine Ley,
il y a Amadou Niane qui a levé la main depuis quand même un certain temps. Est-ce qu'il est disponible ici pour pouvoir parler, quoi? Donc, Amadou Niane, si tu es là, tu peux prendre la parole. Salam à tout le monde. Je me présente d'abord, c'est Niane Amadou. Je suis doctorant à l'Université de Paris Diderot. Mon sujet de thèse concerne porte notamment sur la question migratoire, plus particulièrement sur les Sénégalais et Gambiens qui sont en Grande-Bretagne. C'est tout un plaisir de faire d'être parmi vous aujourd'hui et d'écouter aussi ces brillants intellectuels, notamment la personne qui a présenté tout à l'heure, et aussi le monsieur Sarr, si je ne me trompe, c'est pas ça, ou Diop, voilà, qui ont apporté de brillantes contributions. Moi, j'aimerais poser une question à notre intervenant. C'est sur la problématique de la représentativité des musulmans subsahariens ici en France. Plus particulièrement au niveau du Conseil français de culte musulman, j'ai l'impression que les musulmans subsahariens sont mal représentés au niveau des institutions islamiques en France. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos de cette question? Cette question est très sensible, hein? Et je pense que le docteur Fassassi serait plus à même d'y répondre. Maintenant, si je m'octroie le droit de répondre à cette question juste explosif, je dirais ceci. En général, un droit ne se donne pas, il s'arrache. Vous voyez? Et si la communauté subsaharienne en France ne s'impose pas au sein du CFCM, il ne faut pas s'attendre à ce que la porte soit ouverte ou grande ouverte, pour une simple raison. Il n'y a pas que la communauté subsaharienne qui est mal représentée en France, notamment au sein du CFCM, mais il y a d'autres communautés musulmanes également. Et quand je dis qu'un droit ne se donne pas, il s'arrache, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller s'installer devant la mosquée de Paris, de faire une manif, mais plutôt de s'organiser et de se manifester et de réclamer un droit qui revient de droit. Voilà, tout simplement. Bon, dans la poursuite, pour quelques éclaircissements, je passe la parole à Serigne Lay. Donc, il pourra un peu clarifier donner quelques informations par rapport à, et la position peut-être de la FAECA, peut-être voilà, quoi, sur cette question de représentativité. Serigne Lay. Ablaye Lay. Donc, nous, aujourd'hui, on a quand même quelques problèmes, quelques difficultés de connexion. Donc, s'il y a possibilité de relancer la chose, ou Senbei, si en 2 phrases ou 3 phrases, tu peux un peu apporter quelques réponses par rapport à ça, quoi. Ah bah, comme tu dis, peut-être c'est une question sensible, donc on va peut-être l'évacuer, bah, en sachant que c'est aussi, comme tu disais, il y a une invisibilité ou invisibilisation de la, on va dire, communauté subsaharienne dans la représentativité, mais je pense que les gens travaillent dans ce sens-là, quoi. Comme tu disais, il n'y a pas de confrontation, peut-être ils vont dans une confrontation bienveillante. Et comme tu sais, un processus, ça prend du temps. Mais je pense que par rapport à ça, moi, j'avais peut-être une question qui allait aussi dans ce sens-là. C'est la question de la transmission. Est-ce que c'est aussi historique, quoi? Donc, sur les générations ou les vagues, les générations différentes, est-ce qu'il y a eu un moment, une fracture dans la démarche? Parce que, comme tu disais, il y a des gens qui ont été, les anciens, ils ont été naturalisés. C'est des gens qui sont venus avec leur valise, mais ils sont venus aussi avec la religion. Et la génération suivante ou la 3e, elle est née ici. Et donc, est-ce que dans le processus de la transmission, il y a eu une fracture qui fait que dans les démarches, dans la compréhension, dans la façon même d'aller arracher ou de négocier,
c'est des postures qui sont différentes. Écoutez, c'est une très très bonne question. Vous parlez de fracture et moi je vous confirme que fracture il y a, et même une grande fracture. Et cette fracture, elle s'est opérée et continue à s'opérer à deux niveaux. La première, c'est que le premier niveau, il est générationnel. Ce qu'on appelle les Shibani, c'est la première génération qui est venue s'installer ici. Elle a eu du mal à communiquer avec les générations qui sont venues après. Aujourd'hui, lorsque vous prenez un jeune de troisième ou de quatrième génération, il a tout le mal du monde à mettre en place des passerelles avec les anciens. Parce que les anciens, ils donnent l'impression d'appartenir à un monde qui n'est pas celui des jeunes générations aujourd'hui. Le deuxième point, c'est qu'au niveau de la gestion du culte, il y a également un fossé énorme entre ces différentes générations, parce que ce sont les anciens qui ont fait un travail formidable, on n'est pas en train de leur jeter des pierres, qui ont fait un travail formidable avec leurs maigres moyens, qu'ils soient économiques ou intellectuels, ou etc., avec leur maigre connaissance du tissu culturel et du logiciel français. Malgré tout, ils ont fait de leur mieux. Ils ont mis en place cet espace qui permet une pratique culturelle digne, mais ils ont tout le mal du monde à faire le relais, à mettre en place un relais avec les nouvelles générations. Et ça, c'est un gros problème. L'islam de France, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une espèce de gruyère qui est rognée par plusieurs handicaps. Mais il existe un handicap qui n'est pas rien, c'est celui de la transmission et du relais. Aujourd'hui, il n'y a pas de connexion assez forte et assez épaisse avec la nouvelle génération. Lorsque nos Shibani vont commencer à partir, il n'y aura pas de relais. Sachant également que la jeune génération en France, elle a subi une espèce de rupture au niveau idéologique, parce que autant les Shibani, c'est le terme que j'utilise pour désigner la première génération arrivée en France, hein, ces gens-là, ils étaient attachés à une tradition liée étroitement à la tradition religieuse du pays d'origine. Par contre, les jeunes générations ici en France, qui sont arrivées après, qui sont nées ici en France, ils ont été abreuvés d'idéologies qui sont étrangères à ce qui se développait d'ordinaire dans les pays d'origine. Donc, il y a également au niveau idéologique une rupture. Pour faire bref, la société musulmane aujourd'hui, qui est composée de jeunes et de moins jeunes, elle est traversée par plusieurs ruptures. La première rupture, elle est générationnelle. La deuxième rupture, elle est organisationnelle parce qu'il n'y a pas la mise en place de relais. Et la troisième, qui n'est pas la moindre, elle est idéologique parce que nos jeunes, ils ont été suçontés d'un aliment qui est extrêmement différent que celui des premiers arrivés, des promo-migrants installés ici en France. C'est une excellente réponse qui mérite une transposition dans nos propres communautés. Voilà, c'est extrêmement intéressant que nous aussi, nous puissions se saisir de cette problématique même de transmission, de relais et tout ça, voilà, et la transposer un peu par rapport à nous-mêmes. Donc, je redonne la parole à Senley, s'il est là. Le micro. Le micro. Senley, il faut ouvrir le micro. Hein? Oui, allô? Voilà, c'est bon. Voilà, je voudrais ajouter sur ce que l'intervenant qui me précède, ce qu'il disait.
sur les difficultés liées à la transmission d'acquis empiriques, c'est-à-dire les premières, les papas et les grands-pères sont venus et Vanna d'ailleurs est installé dans une société qui n'est pas la nôtre, les nôtres, qui, malgré les difficultés et les moyens limités, ont réussi quand même à, c'était la base d'une structure qui pourra quand même confirmer l'implantation irréversible de l'islam en France, parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs tentatives d'implantation de l'islam en France. La première, c'est celle qui venait de l'Espagne, menée par les Mauresques. La deuxième, c'est les musulmans qui ont participé à la Première et la Seconde Guerre mondiale et les dockers, et les étudiants qui avaient créé des associations étudiantines et des associations religieuses. Et la dernière vague et implantation, c'est l'immigration choisie, parce que on nous a choisi, ils sont venus nous chercher par des bateaux et nous amener pour participer à la reconstruction du pays après la Seconde Guerre mondiale. Donc, cette troisième, soit quatrième implantation de l'islam en France est devenue maintenant irréversible. Donc, il y a l'islam qui a sa place autour de la table familiale de la famille française. Maintenant, la question qui se pose, c'est l'organisation de l'islam en France ou l'islam de France, comme disent les autres. Et cette organisation, dès le début, je pense qu'est mal partie, parce que les critères retenus, c'était pour constituer le conseil d'administration du Conseil français du culte musulman et les conseils régionaux du culte musulman, c'était basé sur les mètres carrés de mosquées et de lieux de culte. Comme vous le savez, les Africains dont nous représentons, nous la Fayaka, n'avaient pas assez de mosquées et de lieux de culte. Ou bien les lieux de culte implantés dans les foyers n'ont pas en réalité un institut de lieux de culte, parce que les serrans souvent ont refusé de livrer des attestations qui permettra l'association serrante de lieux de culte de constituer une association déclarée à la préfecture. Donc, ces lieux de culte se considèrent toujours comme des salles de réunion, mais ne sont pas en réalité ni des mosquées, ni des lieux de culte, ni des salles de prière. Lors de deux dernières consultations du Conseil français du culte musulman, CFCM, la liste défendue par la Fayaka, dont j'ai l'honneur de présider, nous avons visité des centaines de lieux de culte implantés dans le foyer, mais chaque fois, le responsable d'association ou bien les membres de la mosquée nous disent que en réalité, le serrant nous a prêté seulement le lieu de culte, une salle pour que nous y prions, mais nous ne pouvons pas constituer une association parce que nous n'avons pas ni l'autorisation ni bail pour déclarer notre association à la préfecture. Donc, la Fayaka n'avait pas assez de lieux de culte. Nous avons la dernière fois 5 mosquées et 9 lieux de culte implantés dans le foyer. Raison pour laquelle nous sommes marginalisés aussi bien dans les conseils régionaux du culte musulman et dans le bureau exécutif du Conseil français du culte musulman. Donc, en tant que les critères de mètres carrés n'est pas réformé, et nous ne pouvons pas nous
réaffirmer, nous ne pouvons pas être visibles au niveau du conseil d'administration du CFCM ou bien dans le bureau exécutif. Pour la transmission, comme vous le savez, nous avons des revendications, nous les pères et les grands-pères, revendications qui consistaient à réclamer des carrés musulmans, comme le dit c'est l'intervenant qui me précédait, ou bien d'organisation de pèlerinage à la Mecque, ou bien organiser des cérémonies religieuses comme les mauluds, les mariages, les baptêmes. Mais nos enfants et nos petits-enfants ont d'autres revendications générationnelles, c'est-à-dire des revendications identitaires, des revendications culturelles, sociales et des fois même politiques. Donc, si nous leur invitons à nous rejoindre et se limiter à nos revendications, ils ne viendront pas parce qu'eux aussi, ils ont leurs problèmes qui leur est propre. Donc, voilà pourquoi je dis toujours, et je le répète, qu'il faut que nos expériences empiriques, nous les pères et les grands-pères, nous ne pouvons pas dire que c'est la réalité absolue. Et il faut que les enfants y conforment. Nous disons que nous avons nos expériences empiriques, nos enfants ont leurs connaissances scientifiques et universitaires. Il faut que nous nous trouverons une solution qui va réconcilier ces deux aspects qui nous caractérisent. Il faut que nous acceptons, nous les pères, qu'il y a une certaine réalité que nous ne maîtrisons pas bien. Et nos enfants aussi, il faut qu'ils acceptent de reconnaître que notre expérience leur sera utile pour qu'ils pourront avancer en avant dans la culture arabo-islamique, comme on dit, et de s'affirmer et d'assurer le relais. Voilà tout ce que je voulais dire parce que je n'ai pas préparé. Donc, c'est quelques mots que je donne comme participation. Et peut-être nous trouverons dans l'avenir d'autres espaces et d'autres lieux où nous pourrons développer vraiment la réforme que nous engageons actuellement, qui est en cours, pour réformer vraiment la FAECA en profondeur, pour que les enfants y trouveront leur place et pour continuer le combat que nous avons entamé. Je vous remercie. Bravo, bravo. Donc, merci Lei pour les précisions et les clarifications et tout ça. Donc, moi, je ne sais pas, est-ce que, avant de passer la parole aussi, je m'inscris dans le tour de questions, puisque j'ai la parole. Je ne sais pas si c'est Lamine Bara, tu veux intervenir ou pas. Non, pas spécialement. Donc, j'enchaîne avec ma question. C'est juste puisque le présent aujourd'hui, ça peut être aussi on va dire, passé de demain et tout ça, quoi. Donc, ça s'inscrit aussi sur comment dirais-je, une période historique. Donc, penser le présent comme de l'histoire. Est-ce que, quelque part, on va dire, communauté musulmane peut être considérée comme une communauté créative face à des problématiques qui se posent? Des fois, les gens qui parlent, bon, on a peut-être sur l'actualité, il y a plein de choses. Je laisserai peut-être dans le cycle des espaces de discussion, mais est-ce que c'est une communauté qui est créative? Quand on sait, des fois, il y a certaines personnes qui appellent à l'ijtihad, il y en a certains aussi qui parlent comment ça s'appelle, des trucs de minorités, des minorités. Donc, est-ce que c'est une communauté qui est dynamique, vivante, qui a un apport, une contribution, quoi, puisque la question là, même si c'est du présent, mais ça peut être aussi inscrit dans l'histoire de l'islam ici, quoi. Mon cher Gora, cette question, elle est très profonde, hein, elle est très réfléchie. Mais
j'en profite pour éclairer quelques angles morts. On a pris la fâcheuse habitude qu'à chaque fois qu'on parle de l'islam, on ne l'entend qu'à travers le prisme culturel. Et c'est totalement faux. L'islam, en tant que pratique culturelle, en tant qu'entité religieuse, en réalité, c'est entre 5 à 7% de la vie quotidienne du musulman. Et ce qui signifie que l'islam, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus large que ça. Et cette créativité à laquelle tu appelles de tes voeux et que tu interroges pour le moment, actuellement et présentement en France, elle est encore très faible. Elle est encore très maigre. Pourquoi? Pour une double raison. La première, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de l'islam en France, que ce soit du côté non musulman, français non musulman, que du côté musulman français, on essaie de le traiter que par le prisme du religieux. L'islam, ça n'est pas que du religieux. Il faut qu'on l'entende parfaitement, ça. Il y a de la science, il y a de la culture, il y a les arts, il y a les rapports humains, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que du religieux. Donc, il va falloir élargir un petit peu nos horizons. Maintenant, lorsqu'on se focalise malheureusement sur la question religieuse, cette peau de chagrin, eh bien, là-dedans encore, on retombe dans la même problématique qui est celle des, je ne dirais pas cette fois les Chibani, mais je dirais que dans la majorité des cas, la majorité ne veut pas dire la totalité, les gens qui sont, comme il l'a dit si bien M. Diop, les gens qui se sont installés dans les premiers rangs, ce n'est pas forcément les mieux inspirés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont focalisés uniquement et exclusivement sur la question culturelle. Ils ont oublié que nous sommes en France, qu'il se doit d'être impérativement une ouverture sur l'autre, une ouverture sur la France, une ouverture sur la culture, une ouverture sur l'espace proche et l'espace moins proche. Profitez que nous sommes dans une Europe qui est ouverte sur le monde. Mais malheureusement, il y a un proverbe arabe qui dit « Faqidu shay'i la yu'tih » celui qui n'a pas la chose ne peut pas la donner. Il va falloir, et je reprends un petit peu les termes de M. Ley, il va falloir vraiment réformer en profondeur, non pas seulement cette fédération, et non pas seulement les autres fédérations, mais réformer en profondeur le logiciel musulman ici en France. Il va falloir le travailler. Je ne suis pas, et j'insiste pour le dire, je ne suis pas en train de jeter des pierres sur les gens. Ces questions-là et ce dossier-là et ces gestions-là et cette organisation-là est extrêmement complexe. Extrêmement complexe. Ça fait à peu près 50 ans que les gens se cassent les dents sur ces questions-là et ça n'est pas en claquant des doigts. Et ça n'est pas au bout de 3 ou 4 semaines que nous allons tout régler. Mais il est impérieux qu'aujourd'hui, on réfléchisse à une réforme en profondeur et qu'on s'installe dans le présent et non pas dans le passé. On n'est plus dans les années 70. Les années 70 sont attachées à un wagon qui appartient au début du siècle. Nous, aujourd'hui, on est en 2020 et nous sommes dans un wagon qui est attaché à un train qui regarde vers l'avenir. Il va falloir regarder vers l'avenir et s'ouvrir sur le monde et ne pas se focaliser uniquement et exclusivement sur la notion religieuse et cultuelle de l'islam. L'islam, sa colonne vertébrale, c'est le culte, mais n'oublions pas le reste du corps. Et je vous remercie. Donc, sur la question de la laïcité, on m'entend là? C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Donc, sur la question de la laïcité, comme je l'ai dit, l'État, il se tient à la même distance de l'ensemble des convictions qui évoluent ici en France. Il est là en tant que garant de droits de tout le monde. Et ça, c'est ça le principe de la laïcité. Et je ne voudrais pas rentrer dans beaucoup plus de détails parce que la question, elle est quand même pas simple.
elle va exiger de nous beaucoup de voir beaucoup de cas et de lever pas mal de pierres hein, pour pouvoir avancer sur cette question qui est quand même assez brûlante, en particulier en ces temps-ci. Pour répondre à la question de l'islam en France, islam de France, c'est une question qui revient bien souvent et qui, fort regrettablement, elle crée un nœud dans l'esprit de pas mal de monde, notamment les musulmans. Lorsqu'on parle de islam en France et de islam de France, on n'est pas en train de parler de l'islam en tant que religion. L'islam en tant que religion est une et indivisible, bien qu'en réalité, elle est traversée par des écoles juridiques, des mouvements idéologiques, etc., etc. Mais l'islam en tant que religion, il est un. Très bien. Par contre, lorsqu'on parle de l'islam de France et en France, on est en train de parler d'un islam administratif, un islam social, un islam historique. Lorsque vous dites que l'islam en France, cela sous-entend l'ensemble des musulmans qui ne sont pas encore français. C'est pour ça qu'on parle d'islam en France. Et lorsqu'on parle d'islam de France, on entend par là les musulmans qui ont été nationalisés ou qui sont nés français, ou alors les Français qui se sont convertis. Donc, à partir du moment que ce musulman est français, eh bien, on dit islam de France. Et si aujourd'hui, les deux termes se rencontrent, islam en France et islam de France, c'est parce qu'il existe encore une partie de la communauté musulmane en France qui n'est pas encore naturalisée française, qui n'a pas encore la nationalité française. Mais à partir du moment, certainement d'ici une génération ou deux, où la majorité des musulmans en France seraient français, on dira alors c'est l'islam de France et c'est vraiment une notion sociologique. Ça n'a rien à voir avec la question théologique ou religieuse qui appartient à l'islam. Voilà, on va essayer avec Dr Fassassi. Je pense qu'on a fait à peu près 1h45, quoi. Et donc, le sujet, on ne peut pas l'épuiser du coup aujourd'hui, puisque c'est un cycle qui reprend demain aussi avec des témoignages. Voilà, et on pense avec Dr Fassassi sur un peu, comme on est toujours sur l'état des lieux, quoi. Donc, donner un peu la place un peu à l'histoire, mais aussi au vécu, aux praticiens. Comment est-ce que les gens, intimement, ils vivent l'islam? Comment ils le vivent dans la société? Comment est-ce qu'ils le vivent avec les autres? Comment est-ce qu'ils le vivent avec l'institution, le contexte national et international? Donner la parole aux gens qui fassent des témoignages par rapport à ça. Et donc, ça rentre toujours dans le cycle d'un état des lieux, quoi. Donc, comme Karim, docteur, tu parlais de la diversité, de la pluralité, aussi la façon de vivre son islam. Donc, on dirait les islams. Donc, voilà, c'est assez complexe comme problématique. Donc, laissez la parole demain à ceux qui le vivent, comment ils le vivent avec qui, dans quel contexte environnement, quoi. Donc, je ne sais pas si on peut reprendre Dr Fassassi, si la connexion elle est bonne. Donc, voir en quelques mots comment est-ce qu'il peut nous parler un peu de ce qui devait se dire ou ce qu'il avait préparé pour nous, quoi. Donc, voilà, pour un peu parler de l'approche historique et nous donnant des éléments factuels par rapport à son vécu, à sa présence ici sur le territoire. Donc, je pense donc, peut-être avant de conclure, donner la parole, il y a une question qui rentre un peu on va dire, dans les échanges, peut-être pas dans l'approche historique, mais on la mettra. Comment interpréter les propos de Péon sur la spiritualité laïque? Donc, après, peut-être se dire, par rapport à la question, faire une conclusion et puis qu'on puisse un peu on va dire, se séparer jusqu'à demain. Est-ce que, docteur, sur les propos de Vincent Péon, quand il parlait de spiritualité laïque, est-ce que ça a un sens ici aujourd'hui ou c'est un truc qu'il faut creuser un peu plus tard, quoi?
Très franchement, la spiritualité laïque, c'est un mot composé qui, dans la réalité, il ne veut rien dire. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une spiritualité laïque? La laïcité, c'est une notion qui est là juste pour protéger les droits des uns et des autres, et en particulier les droits des minorités et les droits des plus faibles, dans leurs droits de la pratique religieuse. La laïcité n'est pas donc une religion, n'est pas une idéologie, n'est pas une entité pour qu'elle puisse prétendre à une spiritualité. Maintenant, celui qui prétend que la laïcité a une spiritualité, bah, il a qu'à le prouver et on sera preneur si elle tient la route. Non, très sincèrement, il y a une énorme confusion, malheureusement, sur la notion de la laïcité. Voilà. Voilà. Donc, comme je disais, on a fait à peu près 1h45, presque 2 heures. Donc, vraiment te remercier vivement parce que le sujet, vraiment, il a été traité de manière assez, on va dire, accessible avec toute la complexité. Quoi. Et modéré de main de maître. Voilà. Non, avec tous les problèmes techniques, peut-être on va essayer de s'améliorer pour demain parce que je pense que l'intervention du docteur aurait été aussi extrêmement intéressante de poser les choses aussi, avoir des éléments, comme on dit, factuels par rapport à... C'est un observateur précieux, le docteur Fassassi. Parfaitement, en se disant aussi que c'est un praticien et c'est un intellectuel. Quoi. Et donc, il y a de la matière ici à poser et à échanger. Et puis, comme on disait, comme on a questionné la transmission, le relais, c'était aussi important qu'il soit là pour pouvoir un peu partager avec nous. Quoi. Et je pense que les jours à venir aussi, il sera là, il nous accompagnera et qu'on pourra discuter, questionner, mettre au travail quand même toute cette problématique de l'islam, toutes ces problèmes de laïcité, toute cette problématique de contribution on va dire, à l'écriture, on va dire, dynamique, et puis aussi mettre en exergue les échanges qui ont été fructueux avec les institutions. Des fois, il y a beaucoup de malentendus et tout ça, et de dysfonctionnements. Mais là, c'est la co-construction qui est comme ça, quoi. Je pense que c'est jamais facile. Il faut essayer, il faut inventer, il faut réinventer. Et donc, je pense qu'on a, on va dire, la communauté, elle a cette capacité. L'État, les institutions sont là pour poser un cadre aussi. Et c'est à nous de négocier tout le temps avec le cadre, quoi. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Et on peut le faire en connaissant un peu l'histoire, en connaissant le contexte, en connaissant ce qui est, comment dirais-je, disponible pour nous et que nous rendant peut-être responsables pour aller arracher autre chose, quoi. Comme tu disais, quoi. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on nous donne, il y a des choses qu'on va arracher, quoi. Et donc, tout ça dépend de comment on connaît le contexte, comment on connaît la religion, la tradition. Comme tu disais, l'islam, il est riche, c'est les arts, c'est l'architecture, c'est tout un patrimoine qui est en nous, qu'on doit partager, qu'on peut partager. Maintenant, quelle est la démarche la plus appropriée dans ce contexte-là? Donc, c'est à nous de voir, quoi. Et donc, ça passe aussi par des interventions que vous, intellectuels, vous faites. Ça passe aussi par le témoignage de demain, on aura un grand on va dire des témoignages de frères comme Serigne Lamine Bara et tout ça. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et à un moment donné, il faudra qu'on ait l'institution ici, avec l'institution, on va dire, qui peut être légitime, d'autres institutions qui soient là, qui puissent dialoguer en posant un cadre, en nous permettant de questionner quand même les règles qui sont posées. Et les règles sont... comment est-ce que ça peut nous faciliter? Quels sont les freins à ces règles-là? Et qu'est-ce qu'on peut négocier pour passer outre ces règles-là et qu'on puisse aussi faire partie, comme tout le monde, on parle de communauté nationale, mais la communauté nationale, elle est religieuse, elle est économique, les classes sociales et tout ça font partie aussi de la communauté nationale. Donc, vraiment, on remercie tout le monde de la présence et qu'on se donne rendez-vous demain en appuyant sur nos vifs remerciements à toi, docteur Karim. Et je te laisse le mot de la fin, quoi. Donc, voilà. Le mot de la fin, il sera très simple et très bref. Vraiment très heureux d'avoir pris part à cette intervention, à cette rencontre, et très heureux et honoré que vous ayez pensé à moi.
Et je remercie infiniment ce public merveilleux pour son aimable attention. Et je vous dis donc à bientôt et au plaisir. Et bonne soirée. Voilà, merci beaucoup. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum à tous. Et on essaiera de passer le message pour demain, quoi. Merci beaucoup. Inch'Allah. Salam alaikum.